Ça n'a rien à voir avec la prévention et c'est même très grave en fait. Parce qu'on met en scène le monde de l'enfance dans le registre de la sexualité. Donc c'est de la pédopornographie. On est dans cette époque complètement hallucinante où toutes les valeurs sont inversées, où on demande aux gamins de se protéger par eux-mêmes. Leurs parents, c'est soit des débiles, soit des vilains prédateurs. Mais par contre, l'institution scolaire, pour laquelle il y a énormément de choses à redire, par contre, elle, on devrait lui signer un blanc-seing et lui déléguer notre autorité parentale. Mais moi, je peux vous garantir une chose, c'est que tant que je serai en vie, je ne laisserai pas faire ça. S'il y a bien une chose qui caractérise l'humanité quand même, c'est d'être dans la capacité, d'avoir la volonté de défendre les plus vulnérables, les enfants. Au moins les enfants. On a abandonné les personnes âgées pendant la crise Covid. On a abandonné les gamins. Mais qu'est-ce qui reste de notre humanité en fait, si on n'est plus capable de ça? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission que nous réalisons dans le cadre de la diffusion du livre-revue « Il est l'heure de protéger les enfants, le système scolaire, un TGV qui fonce droit dans l'abîme ». Et aujourd'hui, cette émission va parler du sujet de l'éducation à la sexualité qui a lieu à l'école. Et aujourd'hui, pour parler de ce sujet, nous avons la joie d'accueillir Christelle Comet, qui est vice-présidente de l'association Les Mamans Louves. Donc, bonjour Christelle. Bonjour et merci pour cette interview. Avec joie. Et est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un peu les Mamans Louves et comment vous en êtes venue à vous intéresser à ce sujet de l'éducation à la sexualité? Oui, bien sûr. Alors nous, on est nés pendant la crise sanitaire. Donc on était d'abord un collectif et puis on s'est transformé en association donc en janvier 2022. Notre collectif avait fait une première action donc à Paris, une action forte qui consistait à demander un débat public à Emmanuel Macron au plein cœur de la crise sanitaire lorsque les enfants eh bien, étaient malmenés avec les mesures sanitaires. Et puis donc on s'est battu pendant ces années-là pour défendre l'intérêt supérieur des enfants et puis aussi défendre l'autorité parentale qui était largement bafouée de par ces mesures imposées. Et ensuite, en fin 2022, on a été contacté par une maman qui nous a rapporté que son fils, qui avait, je crois, 10 ans, était revenu donc, de l'école traumatisé parce qu'il avait reçu donc, une séance d'éducation à la sexualité au cours de laquelle une infirmière avait expliqué qu'il était possible de faire le sexe dans les fesses, qu'il était possible donc, faire une fellation, cunnilingus, etc. Et donc à partir de là, on s'est posé la question, on s'est dit est-ce que c'est un cas à la marge, une intervenante qui n'aurait pas suggéré peut-être une éventuelle question d'enfant, ou quoi qu'est-ce. Et puis on a creusé le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres enfants qui eux aussi avaient été perturbés, mais qui n'avaient pas osé en parler. Et puis surtout, on a lancé un appel à témoignages, donc à travers toute la France, parce qu'on est organisé à peu près sur chaque département. Aujourd'hui, en tant qu'association, on compte un peu plus de 10 000 adhérents et puis on a 70 000 et des cacahuètes sympathisants. Donc on s'est dit, on va faire appel à notre réseau pour voir si ailleurs, on se retrouve avec les mêmes typologies de problématiques, histoire de pouvoir sonder en fait le territoire. Et à partir de là, on s'est rendu compte que ce n'était pas un seul cas. Et je me suis rapprochée de SOS Éducation, qui est une association qui est, elle, plus âgée que nous, puisqu'elle est présente depuis 2001. Et de son côté, elle a également, dans le même temps, reçu, elle aussi, des témoignages similaires. Donc là, on s'est dit, bon, effectivement, il y a un souci et on va essayer de comprendre pourquoi. Voilà, et c'est de là qu'on a commencé à traiter le sujet. Ok, et quelle ampleur ce phénomène il a justement en France? Est-ce que vous recevez un peu le nombre de témoignages que vous recevez? Est-ce que vous en recevez encore beaucoup aujourd'hui? Est-ce que ça s'est un peu calmé depuis ce début ou est-ce que c'est de pire en pire justement? Alors quand on a commencé sur, on va dire sur la première année, on a dû recevoir plus d'une centaine de témoignages.
Donc oui, de 2022 à 2023, enfin, voire peut-être un peu plus jusqu'au milieu de l'année 2023. Et en fait, on n'a pas de typologie sectorielle, par exemple. Ça serait regroupé sur un seul et même secteur parce qu'il y aurait pu avoir une expérimentation de fait avec l'instauration de ces nouvelles séances et d'une manière de pratiquer ces nouvelles séances. On se retrouve en fait avec des témoignages répartis sur l'ensemble du territoire et que ce soit dans des petits villages comme dans des grandes villes. Ensuite, là, c'est vrai que sur notamment les 6 derniers mois, on est sollicité toutes les semaines quasiment. Alors, on n'a pas des drames toutes les semaines, mais par contre, on a véritablement l'impression qu'il y a une institutionnalisation de cette nouvelle pensée qui consiste à dire de plus en plus tôt ce qui relève du registre en fait, du monde de l'adulte auprès des enfants, au prétexte que la société a changé, qu'il y a un potentiel accès précoce à la pornographie pour tous. Et quand je dis potentiel, c'est parce que pas tous les enfants ont un accès précoce à la pornographie, parce qu'il existe heureusement encore des parents qui font leur travail et qui surveillent et qui font le nécessaire pour limiter les accès, etc. Et donc, au prétexte qu'on a un monde ultra numérique, on est censé finalement, puisque de toute façon ils auront un accès à des éléments à caractère pornographique, eh bien on va devoir leur expliquer par la méthode douce. La méthode douce, c'est par exemple l'utilisation du site On s'exprime. Le site On s'exprime, c'est un site donc sous l'égide de Santé publique France, donc qui est sous le ministère de la Santé, donc un site d'État, tout à fait officiel, recommandé donc à partir de l'âge de 10 ans et qui vous présente pour une partie en tout cas du site sur une thématique, ce qu'on appelle nous, depuis qu'on a découvert ça, la version ludique du Kama Sutra. C'est-à-dire que, et c'est très grave en fait, parce que on va vous dire oui mais si les enfants ils vont s'ils veulent. Non, c'est pas ça en fait la réalité. La réalité c'est qu'au collège, quand vous avez des intervenants qui donc réalisent ces séances d'éducation à la sexualité, on distribue des flyers qui sont édités par les campagnes PES et sur lesquels se trouve la référence On s'exprime pour aller consulter ce site. Et vous retrouvez dans cette rubrique pratique sexuelle, par exemple, pour vous donner un exemple concret, où vous avez des personnages enfantins en train de pratiquer toutes les positions sexuelles classées par rubrique. Sexe oral, sexe anal, sexe buccal. Donc, en fait, quel est l'intérêt de ça? C'est une vraie question. À quel moment on fait de la prévention quand on présente des personnages enfantins en train de pratiquer des actes sexuels? Voilà. Ça n'a rien à voir avec la prévention et c'est même très grave en fait. Parce qu'on met en scène le monde de l'enfance dans le registre de la sexualité. Donc c'est de la pédopornographie. Et ils proposent sur leur site justement ces petites figurines, mais de les imprimer et de les découper oui. Comme un jeu d'enfant, quoi. C'est très bizarre. C'est très bizarre et je repense à ma collègue Sophie Audugé qui avait dénoncé ça sur un plateau. On avait réussi à récupérer avec la Webback Machine les différentes versions précédentes de ces personnages à imprimer origamiques, parce qu'ils avaient viré ça, parce qu'à force de dénoncer, forcément, bon, là c'est vrai qu'on est peut-être allé un peu loin, je ne sais pas ce qu'ils se disent dans leur tête, mais en tout cas c'était probablement en ce sens. Et donc, effectivement, oui, on va jusqu'à la version ludique origamique. Voilà. Alors qu'en fait, ça on y viendra peut-être après, mais la seule chose dont a besoin d'entendre un enfant, c'est que son corps est son corps, si on veut faire la prévention, parce que c'est ça qu'on nous vend. On veut faire la prévention contre les violences sexuelles, on veut faire la prévention contre l'accès précoce à la pornographie. Mais si on veut protéger les enfants déjà des violences sexuelles, bon, il faut un minimum connaître le développement de l'enfant et bien être au clair sur le fait que c'est pas dans la capacité d'un enfant
très jeune de pouvoir se défendre d'un prédateur, ça il faut être clair là-dessus. Un enfant, il n'est pas équipé pour se défendre. Vous voyez, je pense qu'il faut mettre un peu de hauteur aussi et dézoomer, comme apprécient de l'employer ce terme les journalistes, parce que c'est un glissement en fait de la société. Depuis notamment la crise Covid, on a transféré la responsabilité de l'adulte sur l'enfant. Vous voyez, comme en fait la société est incapable, parce qu'elle n'a pas envie, la société est feignante en fait, elle n'a pas envie de se casser la tête à protéger les enfants, donc on va dire c'est à eux de le faire. Pendant la crise sanitaire, on les a vus comme des petits virus ambulants, et c'était à eux de protéger papy et mamie avec tous les spots publicitaires du ministère, qui ont d'ailleurs bien détruit la santé mentale des jeunes. Et bon, ça, pour ceux qui veulent, ils pourront revoir sur notre site ce qu'on a écrit sur le bilan d'impact. On savait qu'on allait avoir des conséquences. Et aujourd'hui, on est en train de refaire la même chose. Vous savez, il y a un bilan qui a été dressé par le juge Durand, qui a dirigé la CIVIS, la commission indépendante des victimes de l'inceste et des violences sexuelles. Ils ont passé 3 ans pour arriver à la conclusion que notre société est incapable en fait, de protéger aujourd'hui les enfants de ces violences sexuelles, que la justice elle est incapable en fait de condamner des prédateurs sexuels qui violent des enfants, ils ne sont pas punis. Donc en fait, la France, c'est pédolande, il faut pas avoir peur de le dire, parce que c'est une réalité, c'est pas être complotiste de dire ça. Je veux dire, tous les médias en parlent aujourd'hui. Donc, par contre, comme on n'est pas capable de remettre à sa place la justice, qu'on n'est pas capable d'incriminer ces criminels, de les mettre en prison, parce que c'est leur seule place, en fait, c'est là où ils doivent être. Et comme on n'est pas capable, à un moment donné, d'avoir un système de santé scolaire qui permette de repérer les victimes, parce qu'on n'a pas, on a une désertification de la profession médicale au sein de l'institution scolaire. Donc on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'éducation à la sexualité au motif de la prévention. Donc en fait, on est censé expliquer à des enfants qu'ils doivent se protéger tout seuls des prédateurs. Et est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe? Parce qu'il y a plein de gens pour qui c'est de la prévention, donc c'est bon. Ou qui se disent même non, en fait, on ne fait rien de dangereux, c'est pas possible. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Déjà, on en parle en classe, en groupe. En soi, déjà, ça peut être remis en question. Et puis toi, tu as reçu des témoignages, tu nous disais quand on préparait l'émission que du coup vous faites des entretiens vidéo avec les parents qui ont eu des cas, donc du coup tu connais vraiment le terrain. Je pense que c'est intéressant pour les parents ou les éducateurs ou tout à chacun justement de voir c'est quoi la réalité du terrain en France. Alors la réalité du terrain, eh bien, c'est que, vous voyez, quand je reçois tous ces témoignages de parents qui sont nombreux et qui sont sur différents cycles d'âge aussi, il faut se le dire. On a des cas en primaire, que ce soit en CE1, CE2, CM1, CM2. On a aussi des cas au collège. Moi-même, en fait, je suis sidérée en fait, à chaque fois. Je me dis, mais comment c'est possible? Comment on peut concevoir effectivement qu'il y ait des adultes assez idiots pour se permettre, en fait, prendre cette liberté d'aller parler du registre de la sexualité à des enfants. Voilà. C'est vrai que c'est sidérant. Et c'est vrai qu'on a envie de se dire que ça n'existe pas. C'est d'ailleurs ce qu'on nous rétorque à chaque fois. Vous êtes des menteuses. Alors moi, à ces gens, je leur répondais, écoutez. Et d'ailleurs, je l'ai répondu très concrètement à 2 endroits que j'ai envie de citer, parce que je ne dénombrerai pas tout ça, sinon on passerait 3 heures d'interview. Mais en fait, j'étais en colère à un moment donné face à, par exemple, une association de lutte contre les violences sexuelles qui s'appelle Move Enfant. Move Enfant, dont je salue le travail, parce qu'il faut quand même être honnête, qui sont de vrais militants pour la protection des enfants en matière de lutte contre les violences sexuelles, et que j'ai sensibilisé en expliquant les témoignages qu'on recevait. Et puis, je me suis retrouvée avec complément d'enquête qui a démonté notre travail pour nous faire passer pour des menteurs. Et j'ai vu ce monsieur soutenir en fait le travail de complément d'enquête. Et je lui ai dit, mais en fait, Arnaud, je t'ai proposé de te montrer tous ces témoignages, voire même, puisque tu ne me crois pas, reçois ces gens. Aurore Berger, qui se dit grande défenseuse de
de l'égalité, du féminisme et puis des enfants, c'est pareil. Elle s'est servie de ce reportage pour nous faire passer pour des menteurs. Je l'ai interpellée sur les réseaux sociaux en disant qu'en France, de toute façon, on va aller mieux interpeller un politique sur les réseaux sociaux pour avoir une réponse, parce que quand on leur écrit par voie officielle, ils ne répondent pas. Et je l'ai mise au défi de recevoir ces familles que l'on a reçues. On n'obtient jamais de réponse. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la vérité. On a peur de montrer que cette solution qu'on nous vend, qui n'est absolument pas efficace et qui est dangereuse, en fait, d'en montrer les limites. Et la réalité, c'est que quand on a, par exemple, j'ai un fait marquant. Pourtant, ce n'est pas la plus jeune. C'était une jeune fille qui a été violée par son demi-frère quand elle était enfant. À cause de cela, elle a développé des troubles. Donc, elle est en dispositif Ulysse au collège. Elle a été soumise à une séance d'éducation à la sexualité, au cours de laquelle le professeur de SVT l'a obligée à poser un préservatif sur un sexe factice. Elle a refusé. On ne lui a encore imposé. On l'a forcée. Alors qu'on vous dit que ces séances servent normalement à sensibiliser les enfants sur la notion de consentement. Alors déjà, bon, le consentement, c'est limite comme notion. Parce qu'en fait, un enfant, quoi qu'il arrive, il n'a pas à consentir. C'est interdit. Voilà, c'est tout. C'est remettre l'interdiction. Il n'a pas la capacité à dire oui ou à dire non. C'est non, c'est le non. Donc c'est l'interdiction. Déjà, le consentement, ce n'est pas une notion qui pour nous est valable. Donc cette jeune fille, elle a été traumatisée. Ça a réactivé sa mémoire traumatique de lorsqu'elle a été abusée en étant enfant. Et l'établissement savait, puisqu'elle était dans ce dispositif Ulysse au motif de cette agression qui a engendré ces troubles. Vous voyez, j'en bégayais parce qu'en fait, à chaque fois pour moi, c'est hyper compliqué de voir ce qu'on est capable de faire aux enfants. Ça, des témoignages comme ça, que ce soit sur le site de Maman Louve ou dans le rapport auquel d'ailleurs vous avez participé de SOS Éducation, qui est vraiment très bien fait, très clair, que nous on a lu dans nos recherches et on a été estomaqués, parce que c'est du cas par cas et à chaque fois c'est vraiment des témoignages qui sont détaillés. Et clair. Voilà, vous avez fait une entrevue et ça se voit parce que du coup tout est vraiment détaillé, le cas, le contexte, la situation. Et aussi les réactions de l'établissement et la plupart du temps les non-réactions. Enfin, c'est assez tout à fait. C'est étonnant, oui, parce qu'on pourrait se dire que il y a des parents qui ont été vraiment choqués quand leurs enfants leur en ont parlé après coup. Donc déjà, on peut se dire que c'est pas non plus tous les cas qui sont recensés forcément et qui remontent. Et les parents, des fois, ont réagi. Peut-être que tu peux nous en parler, mais c'est vrai que nous, ça nous a beaucoup questionné et interrogé sur le rapport déjà entre les parents et l'institution scolaire. Mais c'est incompréhensible de l'extérieur. Toi qui es maman et qui a reçu ses parents, est-ce que tu peux nous raconter justement quelle réponse ils ont, les corps enseignants? C'est un point important effectivement à traiter pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, je vais revenir sur la manière dont on a recueilli ces témoignages, parce que c'est important quand même. À chaque fois qu'il y a eu ce qu'on a appelé dérives, parce que c'est pas comme ça que c'est censé être fait, c'est pour ça qu'on a appelé ça dérive, ces familles, elles nous ont écrit. On leur a fixé un rendez-vous. Quand je dis on, c'est SOS Éducation et Maman Louve, on a travaillé les dossiers ensemble. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a contribué en fait au rapport qui a été rédigé par SOS Éducation. Et on a également fait partie du comité d'experts qu'a constitué SOS Éducation avec donc comité d'experts composé de spécialistes du développement de l'enfant, donc pédopsychiatres, pédiatres, psychanalystes, psychologues, gynécologues et puis des juristes et nous sur la partie donc terrain et remontée de la réalité du terrain par le biais des parents. Donc en fait on a extrait une partie de ce rapport pour montrer toutes les dérives en fait et c'est pas, on n'a pas l'intégralité des dérives, on a recensé quasiment 50 cas. Mais parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient en doublon, donc on n'allait pas réécrire à chaque fois les mêmes choses. Bon. Dans la majorité des cas, d'une part, très peu d'enfants osent parler. Tout dépend de la relation qu'ils ont avec leurs parents. Tout dépend de la réaction traumatique aussi qu'ils vont avoir. Parce que quand on a un traumatisme, on ne réagit pas toujours de la même façon. Soit c'est le mutisme, soit c'est des signes cliniques comme l'énurésie, c'est le retour du pipi
pendant la nuit, alors que l'enfant est propre, etc. C'est développement inexpliqué d'actes colériques. On en parle aux parents ou on n'en parle pas parce que souvent on retrouve un sentiment de honte en fait de la part de l'enfant qui a reçu cette information. Et dans la majorité des cas, pour revenir à la question donc, qui se pose entre la relation qu'il y a finalement entre le parent et l'institution, que je rappelle est censée être dans un rôle de coéducation, parents-enseignants, parents-professeurs, souvent il y a une rupture de dialogue. On ne remet pas en question l'enseignement. Alors pardon, mais qu'on ne vienne pas remettre en question la méthode du professeur d'histoire qui raconte l'histoire, quand bien même parfois on pourrait la remettre en question parce qu'ils ne sont pas toujours bons. Pour autant, là on est sur un registre qui relève de l'intime. Je rappelle que la responsabilité légale, c'est les parents qui la détiennent. C'est-à-dire que vous êtes responsable pénalement et civilement de vos enfants. Ce qui leur arrive au niveau physique ou psychique, c'est vous qu'on vient chercher. C'est pas l'instituteur, c'est pas l'intervenant, c'est pas le directeur, c'est vous en tant que parent. Et si vous ne faites rien, c'est vous qui allez être potentiellement puni par la loi. Donc il est normal que le responsable de l'autorité parentale puisse questionner l'établissement scolaire quand son enfant revient inéluctablement. Et ça se voit, enfin, je veux dire, les preuves évidentes d'un traumatisme. Sauf que vous vous retrouvez avec des situations d'intimidation pour la plupart. Parce qu'on vient vous dire, ah ben, vous n'avez pas à remettre en question, c'est pas vrai. Donc on remet aussi en question systématiquement la parole de l'enfant. Ça a été le premier cas qu'on a traité et qui nous a valu d'ailleurs de passer pour des menteuses via complément d'enquête. L'infirmière s'est dédouanée alors qu'elle avait été rappelée à l'ordre par le rectorat, parce qu'on l'a dénoncé au rectorat, et ce qui est très rare. Donc, je veux dire, elle a commis une erreur d'appréciation. Donc, l'erreur était là. Mais finalement, elle est revenue sur ses propos. Et donc, elle a dit qu'elle n'avait jamais tenu ce genre de discours et qu'en fait, c'est parce qu'il y avait eu des questions de la part de certains élèves et qu'elle y avait répondu. Mais quand bien même il y a des questions venant de certains élèves, parlons-en. Je fais quand même un pas de côté, mais c'est important de faire aussi un focus là-dessus. C'est-à-dire que quand vous êtes un intervenant, vous êtes censé être formé à ce qu'est le développement d'un enfant. Sauf que même les infirmières, parfois, ne le sont pas formées aux questions du développement de l'enfant. Et ça se voit parce que quand un enfant vous demande « Est-ce qu'on peut faire le sexe dans les fesses ? Est-ce qu'on peut faire le sexe avec un animal ? Est-ce qu'on peut faire une fellation ?» Attendez, la première des questions que vous posez raisonnablement en tant qu'adulte, est-ce que ce n'est pas de s'interroger de pourquoi il y a cette question ? Qu'est-ce qui amène l'enfant à se poser ces questions ? Plusieurs choses. Est-ce qu'il a été confronté à un contenu à caractère pornographique ? Est-ce qu'il a entrouvert la porte de la chambre de ses parents en plein émoi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est confronté à un abus sexuel ? Que ce soit à l'école, dans le cadre sportif, etc. On se questionne, on prend l'élève à part, on lui demande qu'est-ce qui a généré cette question et on traite cette question-là à part. Et non pas le traitement de ce qui revêt de l'intime dans la sphère collective. D'ailleurs, la première circulaire de 2018 disait qu'on ne devait pas traiter de sujets à caractère privé et intime dans la sphère collective. Mais les circulaires, ces gens-là, les connaissent même pas. On a même des chefs d'établissement qui ne connaissent pas les circulaires qui revêtent de l'éducation à la sexualité. Oui. Et parce qu'en même temps, il y a aussi une contradiction dans le discours de dire bon, on écrit ça dans la circulaire, mais après, les ressources pédagogiques qu'on fournit, c'est des sites comme on s'exprime. Donc du coup, c'est bon, bah, on n'est pas censé en parler, mais on va dire aux enfants ou aux jeunes d'aller se renseigner sur la sexualité, sur ça. Donc c'est complètement... Comme il y a comme un discours ambigu où en fait... il n'y a rien de cadré. Il n'y a rien de cadré. Je vais vous donner un dernier exemple qui est tout frais. On vous dit... Alors, il y a eu plusieurs circulaires, on ne va peut-être pas revenir dessus, puisque celle qui nous intéresse, finalement, c'est la dernière. C'est celle qui amorce le programme d'éducation à la sexualité, puisqu'avant, il n'y avait pas de programme. Il y avait une loi, c'est bien de le rappeler à vos auditeurs, une loi de 2001 qui imposait 3 séances d'éducation à la sexualité chaque année.
Ensuite, vous avez donc circulaire de 2018 et de 2022 rappelé par Pap Ndiaye. Ça, c'est un élément important parce que pourquoi on a commencé à avoir une multitude de témoignages qui allaient dans le sens de la dérive, qu'on appelait dérive, parce que Pap Ndiaye, en 2022, a fait de sa priorité l'éducation à la sexualité, priorité de son mandat. Suite à la plainte de plusieurs associations militantes qui revendiquaient le fait que seulement 15% des séances étaient appliquées. Donc je trouve ça très drôle à un certain point de vue, hein, pas dans l'ensemble, mais où l'éducation nationale et aujourd'hui arrive même plus à apprendre correctement à lire, à écrire, à compter aux enfants. Donc là, on avait un ministre de l'éducation nationale qui ose annoncer que la priorité nationale, c'est l'éducation sexuelle des enfants en France. Que c'est ça qui va résoudre les problèmes d'instruction et le niveau. Donc je trouve qu'au mieux, ça montre une débilité profonde de l'État sur ces compétences-là, parce que c'est totalement décalé avec la réalité. Mais au pire, ça montre aussi, est-ce que c'est juste incompétent et mal organisé, ou est-ce qu'il y a quand même... est-ce qu'on peut quand même les mettre face à leurs responsabilités? Alors, vous savez, l'État aujourd'hui, c'est un peu la grenouille qui se veut être plus grosse que le bœuf. C'est-à-dire qu'ils sont plein de belles théories, mais ils n'ont pas de moyens. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est très simple. On a un problème majeur en France. On a une société qui ne protège pas ses enfants, comme je vous disais. Vous avez 10% des élèves qui sont victimes de violences sexuelles. C'est quand même 3 enfants par classe, hein, sur une classe de 30 élèves. Oui, c'est un problème majeur dont il faut se préoccuper. La question, c'est quelle est la réponse adéquate? C'est pas d'éduquer à la sexualité, encore moins calé sur les standards européens d'éducation à la sexualité, qui consistent à changer de paradigme, comme ils le disent eux-mêmes, à partir de 2013, qui présente la sexualité sous le registre du plaisir pour atteindre une bonne santé sexuelle. Donc, si l'objectif c'est de faire de la prévention, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place en amont, c'est-à-dire remettre de la médecine scolaire qui permette en fait d'accueillir la parole de l'enfant, d'identifier un espace à dire où il va pouvoir être entendu en cas de violence et lui faire comprendre ce qu'est une violence sexuelle sans devancer son questionnement, c'est toujours l'équilibre difficile qui est à faire, de ne pas les traumatiser mais quand même de les prévenir quand même aussi, pour qu'ils sachent que leur corps est leur corps, qu'il est interdit de les toucher et que si quelqu'un les touche ou demande à ce qu'il les touche, ils ont quelqu'un ici à l'école qui est capable de recevoir sa parole, de le croire et de le protéger. Voilà. Sauf que là, on va vous dire, oui, on a toutes ces victimes de violences sexuelles, donc il faut éduquer à la sexualité. Sauf qu'en fait, le moyen qui est mis, il n'est pas à la hauteur des objectifs que l'on se fixe. Tout comme les intervenants qui interviennent ne sont absolument pas formés sur ces sujets-là, donc font n'importe quoi. Et pour reprendre le fil qu'on est en train de tenir sur la question des contenus, est-ce que c'est adapté finalement? Qui contrôle ça? Comment on a la garantie que le contenu qui est utilisé, c'est le bon ou c'est pas le bon? Mais la question, c'est qui vérifie? Alors je vais vous dire, on va parler d'actualité récente. On a une FAQ, d'ailleurs dont s'est servi Juristes pour l'enfance, qui est une association de juristes qui a donc porté plainte et demandé la suspension du programme EVARS, donc dès sa parution, donc en Conseil d'État. Ils se sont servis d'un élément qui est présent dans la FAQ, donc qui est une foire aux questions à destination des enseignants, pour les rassurer, parce qu'on les a un peu trop embêtés, qui consiste à dire qu'on a des contenus strictement pédagogiques et adaptés à chaque âge, le respect du rythme du développement des élèves, des séances visant à informer et à protéger les élèves sans heurter leur sensibilité, des contenus expertisés en amont, l'absence de contenu inapproprié et un programme EVARS n'incitant à aucun comportement sexuel. C'est tout ce que vous aimeriez, vous. Ça, c'est en grande partie ce qui a été décrit dans la charte éthique rédigée par Maurice Berger, qui fait partie du comité d'experts d'SOS Éducation, qui, je le rappelle, est un éminent pédopsychiatre qui est reconnu à l'international. Je veux dire, c'est pas n'importe qui parle.
c'est un monsieur qui a passé toute sa carrière à la protection de l'enfance. Bon. Donc la charte éthique, elle a été proposée pour poser des garde-fous et pour dire que, sachant que cette éducation à la sexualité, donc éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, allait de toute façon être mise en place, qu'à minima, il fallait poser des garanties et des garde-fous solides pour ne pas nuire aux enfants. Donc, ce qui est quand même assez dingue dans cette histoire, il faut se le dire, c'est que pourquoi ces éléments rassuristes, ils ne sont présents que dans une foire aux questions? Pourquoi ça n'est pas présent ni dans le programme, ni dans la circulaire? Ce qui est présent dans la circulaire, c'est le fait, je vais vous le lire, parce que c'est intéressant quand même. On parlait aussi de la relation parent-école. La circulaire du 4 février 2025 prévoit que les personnels sont protégés par le cadre légal lorsqu'ils mettent en œuvre le programme. Cette éducation exige de la part des professeurs et des intervenants qui la prennent en charge une posture professionnelle adaptée et respectueuse des principes éthiques indiqués dans la circulaire d'application. Donc, garantir un climat de confiance par une posture ouverte, neutre, bienveillante. Encourager le respect de la parole de chacun durant la séance et en dehors. C'est bien, hein, c'est chouette comme théorie. Respecter chaque individu aussi bien dans sa prise de parole que dans son silence. Alors moi, je mets en fait en parallèle la situation que je vous ai décrite juste avant. Cette jeune fille qui ne voulait pas mettre de préservatif sur un god, hein, un sexe factice, vous l'appelez comme vous voulez. Est-ce qu'on a respecté en fait son silence ou en tout cas le fait qu'elle ne consentait pas à faire ça? Non. Est-ce que la nouvelle circulaire va permettre de garantir ça? Non. Oui, il y a vraiment la théorie et la pratique. Exactement. Et je vais terminer parce que c'est important et vous allez comprendre. Respecter chaque individu donc dans sa prise de parole, son silence, favoriser les échanges et la réflexion par des questionnements sans imposer ses questions, etc., etc. À quel moment vous voyez dans la circulaire ou dans le programme que les contenus pédagogiques sont strictement pédagogiques et adaptés? Nulle part. Respect du rythme de développement des élèves. Oui, il n'y a que ça qui est écrit. Adapté à l'âge des enfants et à leur développement. Sans que ce soit précisé ce que ça veut dire. Alors, sans que ça soit précisé, mais on se doute normalement, théoriquement, ils doivent savoir ce qui est adapté à l'âge parce que vous avez le programme qui vous détaille un certain nombre de choses, mais qui ne vous donne pas de manuel type auquel vous devez vous attacher. Il y a la liberté pédagogique qui intervient. Donc, vous allez pouvoir choisir les contenus que vous voulez, les ressources, notamment avec les ressources et du SCOL. Donc, et par contre, des contenus expertisés en amont par qui? C'est très très flou quand même. Oui. Non, mais, et puis, c'est même pas écrit. Ça, c'est écrit dans la FAQ. Ça serait très bien que ça soit écrit dans la circulaire à la rigueur. Et qu'on aille plus loin et qu'on nous dise qui expertise ces contenus. Parce que quand on se retrouve avec un livre comme ça, le livre le plus important du monde, là on va voir la pratique. Là je vous montre la pratique. Le livre le plus important du monde, qui est à partir de 9 ou 10 ans, dans lequel, page 179, 9 ou 10 ans, on est sur des enfants prépubères, hein, effectivement. Donc on est sur l'ordre de l'enfance, voilà, on n'est pas sur l'adolescence. Et qui dans la pratique, enfin dans les textes, est dit qu'à l'école, on n'est pas censé aborder le sujet de la sexualité à l'école primaire. Absolument, puisqu'on vous dit que, c'est bien de le noter, on vous dit que pour l'école maternelle élémentaire, donc maternelle et primaire, parce que pardon, élémentaire c'est maternelle et primaire, c'est les VAR, pas les VARS. L'éducation à la vie affective et pas à la sexualité. Voilà, affective et relationnelle, pas sexuelle. Sexuelle à partir du collège. Et pardon, donc ce livre-là, c'est une maman qui nous a contactés parce que sa fille au collège, donc en 5e, est revenue avec du CDI. Donc on est au collège. Les 9-10 ans, c'est aussi primaire. Hein. Il n'y a rien qui vous interdit à un moment donné d'aller utiliser des supports. D'ailleurs, on a notre grande amie, comment elle s'appelle, Lolita Rivet, auteur du podcast C'est quoi maîtresse, qui fait l'éducation à la sexualité aux enfants, qui cite en référence ce livre. Je vous enverrai, j'ai pris des captures, c'est intéressant quand même. Alors dans ce livre, on retrouve quoi à la page 179? On peut faire du sexe sans être côte à côte. Par exemple, en se parlant au téléphone ou en s'écrivant des choses excitantes par Internet. Je voudrais juste rappeler à ces tarés en fait. Parce que clairement, à ce stade, c'est vraiment être soit complètement cinglé,
soit complètement ignorant. Je laisse les auditeurs se faire une idée. Quand on sait qu'il y a à l'instant T, c'est rappelé par Véronique Béchu qui a participé à la commission de la Civise, donc qui est je crois qu'elle est commandante de police. Elle rappelait qu'à l'instant T, on a 2,6 millions de cyberprédateurs connectés. On va dire aux enfants qu'il est possible de faire du sexe à distance en s'écrivant des choses excitantes par Internet ou par téléphone. On normalise totalement la chose. 9-10 ans. On les met en danger. Voilà. C'est de la mise en danger d'enfants. Donc c'est l'inverse de sous couvert de prévention. Où est la prévention? On amplifie en fait le mal déjà présent au sein de la société. Et je pense que c'est important d'en parler aussi par rapport à... Tu parlais tout à l'heure de l'objectif de lutter contre la pornographie ou de faire de la prévention. Absolument. Et que en fait tous les enfants effectivement n'y sont pas exposés par eux-mêmes. Et moi ça me rappelle un témoignage qui je pense était tiré du rapport de SOS Éducation justement, d'un enfant qui a été exposé, en fait pour la première fois à la pornographie suite à une séance où un intervenant disait en fait, un enfant peut-être de CM1, CM2, c'est ok de regarder de la pornographie de temps en temps. Lui, il n'aurait jamais eu l'idée de le faire, mais un camarade à la récré lui dit viens, on regarde sur mon portable quelque chose. Et il a dit oui parce que un adulte lui avait dit oui, c'est ok de regarder, alors que jamais il aurait eu l'idée de le faire. Donc en fait, d'en parler, je trouve que c'est important d'évoquer ça aussi, qu'en fait, le simple fait de parler de la sexualité, de parler de la pornographie, de tout ça, l'enfant, en fait, son système, c'est d'imiter. Donc, en fait, on lui en parle, et on lui dit, en plus, l'autorité lui dit c'est autorisé, c'est bien. C'est le contraire. En fait, c'est même pas que... J'ai l'impression qu'on parlait du fait que... ils parlent d'objectifs de prévention, mais ils ne mettent pas les moyens pour. Mais je pense que, en fait, ce qu'ils font, c'est le contraire. Et je trouve que c'est important de parler aussi de cette notion de viol de leur intimité, de justement c'est de la contre-prévention finalement, c'est de l'intrusion et de l'attaque finalement du psychisme. On rentre dans l'intimité, sous couvert, donc en plus sous autorité, parce que l'institution est à valeur d'autorité sur l'enfant, donc ils n'ont pas la possibilité de s'y soustraire, donc c'est bien de la contrainte. Et effectivement, on n'est pas sur un registre de prévention qui est adapté. C'est-à-dire que là, on parlait de la prévention contre l'accès précoce à la pornographie, en deuxième exemple. Mais si vraiment on veut faire de la prévention sur l'accès précoce à la pornographie, on leur dit que tout simplement, pour des raisons évidentes qui consistent à, s'il y a une consultation à traumatiser leur psychisme, c'est interdit pour ces raisons-là. Et que si l'âge auquel on a accès à la pornographie, c'est 18 ans, c'est parce que c'est pas adapté avant. Il doit y avoir des campagnes de sensibilisation, mais sans aller sur le registre de c'est interdit, mais tu y as droit. En fait, tu peux contourner cette interdiction. En fait, on leur donne, et d'ailleurs on le retrouve dans les épisodes de Sexo Tuto, on leur donne en fait le mode d'emploi pour contrer l'interdit, pour défier l'interdit. Alors, on sait très bien que quand on dit à un enfant, par exemple, pour revenir aux notions de sexualité, tu peux faire, je sais pas, tu peux faire une fellation, c'est comme manger un bonbon. On a eu ce témoignage. Mais qu'est-ce que va faire l'enfant? On sait, comme vous le disiez justement, que l'enfant, pour pouvoir avoir acquis quelque chose, il a besoin de l'éprouver. Donc, il va essayer. C'est comme un enfant, vous lui direz 50 fois, ne touche pas la plaque parce que c'est chaud, tu vas te coller la main dessus. Tant qu'il ne sait pas coller la main dessus, il sait pas, il va essayer. Et voilà. ça lui ouvre une fenêtre de curiosité qu'il n'avait pas. Exactement. Et on se retrouve avec, donc, quand même, de plus en plus de situations dans les petites classes, y compris, où il y a des viols entre enfants. Ça, c'est lunaire. Alors, pourquoi? Alors, et c'est ce qui est encore plus lunaire, je vais vous dire. C'est qu'on va me dire, mais vous voyez l'importance de faire cette éducation à la sexualité? C'est de l'inversion permanente. Et je voudrais vous donner un exemple parce que ça, les jeunes, qui a priori c'est votre public, vont facilement le comprendre. Si vous voulez faire de la prévention, par exemple, sur les drogues, est-ce que moi, si j'arrive avec mon rail de coke, et que je vous dis, voilà, en fait, ça, tu vois, c'est super dangereux, c'est hyper mauvais, ok? Mais alors, par contre, à quoi ça ressemble, non, oui. Le mieux, c'est que tu essayes. Ah oui, non, parce que si tu n'essaies pas, tu ne pourras pas vraiment comprendre.
l'intérêt de ce cours que je te fais qui consiste à te sensibiliser au fait qu'il ne faut pas que tu en consommes. Donc tu vas consommer une fois et puis tu verras. Est-ce qu'on fait ça? Pareil pour l'alcool. Je veux dire, est-ce qu'on se pointe avec des bouteilles de whisky et on invite des gamins de 9 ans à se payer une cuite en fait pour leur expliquer que l'alcool c'est dangereux pour la santé? Non mais franchement. C'est illogique. Et j'ai une question justement très logique. Donc c'est de la prévention. Ok, dont acte. On a récolté des dizaines et des centaines de témoignages d'enfants traumatisés par ces cours. Si ça touche le but qu'ils ont, et quel témoignage a-t-on concrètement de sauvetage d'enfants grâce à ces cours? Grâce à ces cours, puisqu'en tout cas c'est ce qui ça fait qu'on les accepte et qu'on avec le recul en plus que ça fait 3 ans que c'est de plus en plus. On n'a pas d'études. Je crois que nos détracteurs nous avaient sorti à une époque un vieux truc qui datait des années 2000 aux États-Unis. On n'a pas d'études qui montrent que l'éducation à la sexualité permet de faire reculer le nombre de victimes de violences sexuelles ou d'inceste. On a même eu un article qui, moi, m'avait interpellée, je crois que c'était dans le 20 minutes, où on avait des témoignages d'enseignants qui expliquaient qu'effectivement, il y avait eu des cas de révélation, mais derrière qu'ils avaient été incapables de les prendre en charge, ou alors qu'ils ne savaient pas ce que devenait l'enfant, ou pire, que rien n'avait été fait et que l'enfant était laissé dans les mains des agresseurs. Alors, je veux dire, la question se pose quand même. Quel est l'intérêt de cette éducation à la sexualité telle qu'elle est faite aujourd'hui? Moi, je dis qu'il ne doit pas y avoir d'éducation à la sexualité, mais qu'il doit y avoir une prévention, comme l'a proposé Maurice Berger. On donne des kits de prévention, parce qu'on sait très bien que les enseignants, c'est pas avec leurs 2 pauvres heures de formation qu'ils vont savoir ce que c'est que le développement de l'enfant et ce qui correspond et quels outils utiliser, que ce soit les livres, les supports, les machins. On vous donne des kits. Avec ça, vous êtes sûr que la prévention, elle remplit son rôle. Punto, basta. Et c'est tout. Si vraiment l'objectif, c'est ça, elle est là, la solution. Il n'y en a pas 50. Et est-ce que justement, c'est peut-être sûrement que ça doit faire partie de ces kits de prévention, mais est-ce que, comme vous parliez tout à l'heure de l'inversion, on met la responsabilité sur les enfants, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt apprendre justement aux enseignants et aux adultes en contact avec les enfants à repérer les signaux d'un enfant qui ne va pas bien, plutôt que de dire à un enfant non, tu dois dire non quand un adulte essaie de te toucher, ce qu'il est absolument incapable de faire en réalité? Alors, il y a plusieurs choses. Quand ils sont très petits, c'est clair qu'ils sont de toute façon incapables en fait, de se défendre. Face à un prédateur, on connaît les registres, les mécanismes de manipulation, de perversité, de chantage, etc. Donc on sait très bien que l'enfant il sera incapable de se protéger tout seul. À partir d'un certain âge, c'est important qu'il sache, moi-même en tant que mère, je l'ai fait avec mes enfants très tôt. C'est-à-dire que dès qu'elles ont pu être autonomes, tu peux te laver toute seule. Maman, si tu as besoin, elle peut t'aider. Et c'est tout. En dehors de maman, tu es capable de te laver seule. Personne n'a droit de toucher ton intimité, etc. C'est des choses qu'on apprend de la manière la plus élémentaire. Bien sûr, il y a des parents qui dysfonctionnent et qui ne le font pas. Bon. Donc, expliquer à un enfant que son corps, c'est son corps. De toute façon, c'est pas lui nuire. C'est pas un transfert de responsabilité dans ce cas-là. Par contre, le transfert de la responsabilité, c'est quand on ne fait pas ce qu'il faut en matière de détection, comme on le disait, c'est-à-dire mettre en place des personnels formés au repérage. Si on fait cette prévention auprès des enfants, mais qu'à côté de ça, on ne remet pas de médecine scolaire et qu'on ne permet pas à des adultes de repérer les enfants qui sont victimes, bon, on se déresponsabilise, là c'est vrai. Si on ne remet pas la justice à sa place, on se déresponsabilise. Parce que les prédateurs, s'ils ne sont pas punis, mais continueront à abuser des petits-enfants parce qu'on leur dit que c'est normal en fait. Parce que c'est ça le message que passe la France en fait, aux prédateurs sexuels. Aujourd'hui, quand vous violez un enfant, vous risquez moins que d'avoir volé une pomme. C'est dingue. Et voilà. Et du coup, de veiller, l'association porte un nom quand même fort, qui est Maman Louve. Oui. Et là, les parents, de moins en moins, on leur retire cette autorité parentale. En tout cas, moi, c'est quand même l'impression que ça me donne. Alors, certes, en effet, il y a des cas d'inceste, évidemment, mais tous les parents ne sont pas incestueux.
Et normalement, c'est quand même aux parents, absolument, je dirais, intrinsèquement, de protéger leurs enfants et de veiller. Mais ça demande, je pense, en effet, de l'observation, de veiller, de savoir à qui on confie en tant qu'adulte, etc. Notamment dans le corps enseignant, de choisir. Il y a des époques, on l'a appris grâce à Marion Sigaud, il y a des époques où les parents choisissaient aussi dans le village, tout le village, pas que les parents, choisissaient le professeur, choisissaient en fait. Donc c'est-à-dire que les parents savaient à qui confier leur enfant aussi. Et c'est comme ça aussi qu'on protège ses enfants. Oui. Vous savez, ça nous amène à soulever un point que je crois avoir rarement soulevé. S'il nous reste un petit peu de temps, c'est peut-être bien de pouvoir l'évoquer. On a encore, comme d'habitude, dépassé. Mais on peut aller vers la conclusion. Oui. La conclusion, c'est que deux choses par rapport à l'autorité parentale, c'est qu'aujourd'hui, la seule chose qui est présente en fait dans cette circulaire, c'est le fait que si un parent remet en question cet enseignement, il est systématiquement signalé. Donc le rôle coéducatif où on est censé impliquer ou associer les parents, c'est du vent. Hein. Mais c'est même un rejet et quand même de l'autorité non mais parentale. c'est un rejet de l'autorité parentale et puis c'est surtout une volonté de faire peur en fait pour qu'il n'y ait pas de remise en question de cet enseignement. Ça, je trouve ça très dangereux. Donc ça, c'est un glissement. Et d'ailleurs, je rappelle que le CESE, le Comité économique, social et environnemental, qui a été consulté, c'est un troisième organe consultatif après le Parlement, hein, préconisait en fait qu'il y ait une sanction pénale pour toute personne qui serait une entrave à cette éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc, effectivement, on a des raisons de s'inquiéter. Mais le point que je voulais évoquer, parce que vous m'y avez fait penser, c'est qu'on est là à dire, c'est vrai, on stigmatise les parents parce que souvent, les victimes d'inceste, c'est dans le milieu familial. Hein. D'où l'importance, effectivement, de pouvoir avoir un espace de prévention au sein de l'institution scolaire, parce que c'est finalement le seul lieu où les enfants passent le plus clair de leur temps. Là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de sujet. Mais le sujet, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on vérifie qui fait les interventions? Non, parce que on a entendu Betaram à toutes les sauces. Oui, c'est très grave. Hein. Betaram doit être punie. Moi, je pense même qu'elle devrait fermer, en fait. On stigmatise le milieu scolaire privé catholique. Ok. Il y a des prédateurs aussi, c'est vrai. Mais dans le public, on en parle des prédateurs? Non, mais parce que c'est un gros tabou. Mais il y a quand même, depuis la commission, justement, qui a été créée par Madame Spielboot et son collaborateur, j'ai oublié le nom, on sait quand même qu'il y a eu plus de 1200 cas de violence uniquement dans le public, et donc violence physique et sexuelle dans le public. Donc on est en train de nous stigmatiser à nous parents, les vilains parents qui d'abord ne faisons pas correctement notre travail parce qu'on n'est pas capable d'éduquer nos enfants à la sexualité. Ensuite, on est des potentiels vilains prédateurs. Mais par contre, à l'école, quand on viole nos enfants, il ne faut pas qu'on questionne qui c'est qui va faire l'éducation à la sexualité. Il ne faut pas qu'on questionne en fait pourquoi on a une volonté du Haut Conseil de l'égalité en 2016 qui préconisait carrément de donner la possibilité à tout intervenant du système scolaire, y compris ceux qui s'occupent d'encadrer le centre aéré, le temps méridien, etc., eux aussi avaient un rôle à jouer en matière d'éducation à la sexualité. Mais on en parle du nombre d'éducateurs qui ont abusé d'enfants, en fait. Est-ce qu'on en parle de tout ça? Et donc, nous, on devrait avoir confiance en l'école, en l'institution scolaire, et ceux qui vont dispenser cette éducation à la sexualité, parce qu'il y a des prédateurs sexuels chez les professeurs, il y a des prédateurs sexuels chez les enseignants, chez les éducateurs, partout où il y a des enfants. C'est ça, ce qui est logique aussi. Et il faudrait leur donner une confiance. Mais il faut leur donner un blanc-seing à eux, il n'y a pas de souci. Eux, c'est les gentils, et nous, on est les méchants. Ça me fait penser à Gigi Raoult. Non, mais... Enfin, je veux dire, voilà, on est dans cette époque complètement hallucinante où toutes les valeurs sont inversées, où on demande aux gamins de se protéger par eux-mêmes. Leurs parents, c'est soit des débiles, soit des vilains prédateurs. Mais par contre, l'institution scolaire, pour laquelle il y a énormément de choses à redire, par contre, elle,
on devrait lui signer un blanc-seing et lui déléguer notre autorité parentale. Mais moi, je peux vous garantir une chose, c'est que tant que je serai en vie, je ne laisserai pas faire ça. Et je crois que c'est le devoir de chaque parent, mais pas que, tonton, tata, frère, sœur. Moi, je connais des gamins, parce que pour moi, c'est des gamins, aujourd'hui j'ai 40 ans, mais des jeunes de 18-20 ans ben, qui s'opposent en fait à ça, qui ont compris, et donc qui font en sorte de sensibiliser leurs collègues, leurs petits frères, leurs petites sœurs, de pouvoir discuter avec eux. C'est la responsabilité de tous, on a une responsabilité collective qui consiste à réellement protéger les enfants et à se lever lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables et qui ne vont pas dans leur intérêt, tout simplement. Peu importe qui on est, en fait, aujourd'hui, s'il y a bien une chose qui caractérise l'humanité, quand même, c'est d'être dans la capacité d'avoir la volonté de défendre les plus vulnérables, les enfants. Au moins les enfants. On a abandonné les personnes âgées pendant la crise Covid. On a abandonné les gamins. Et qu'est-ce qui reste de notre humanité, en fait, si on n'est plus capable de ça? Vous voyez, ça en dit long, c'est presque un sujet philosophique qu'on est en train de traiter. Mais je crois qu'il est temps que les gens se questionnent. Parce que vous savez, une dernière chose, pourquoi les parents, en fait, on a l'impression qu'ils sont démissionnaires comme ça? Je crois qu'en fait, les gens, tant que ça ne leur arrive pas, eux, souvent on entend, ça ne se passe pas dans mon école. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Oui, d'accord. Donc, en fait, le fait que ça arrive à ton voisin, c'est pas un problème, c'est OK pour toi. Donc, il faudra attendre peut-être que ton enfant revienne traumatisé de l'école ou que ton enfant ait vu, j'aime bien parler en image, voilà, que ton enfant ait vu ça. L'image, je ne sais pas si on la verra, mais du coup, c'est une image Voilà. pornographique Bah, en dessin. C'est une image, en fait, c'est simple. On va vous dire, oui, mais c'est l'anatomie. Oui, mais c'est l'anatomie. Mais est-ce qu'habitant, on a besoin de voir, en fait, un sexe en érection? Vous voyez, pour apprendre ce que c'est que l'anatomie, pour apprendre comment on fait un bébé. Enfin, je veux dire, moi, quand je vois tous ces gamins avec leur sac à dos plus gros qu'eux sur le dos, sortir de l'école, et que je sais que j'ai traité une centaine de témoignages avec des gamins qu'on a traumatisés, à qui on a volé leur innocence, pour lesquels on a bousillé leur enfance, mais je suis désolée. Mais que j'ai des enfants ou pas, j'estime que c'est de mon devoir que de m'opposer en tant qu'adulte et de faire à mon niveau, à hauteur de ce que je peux, pour essayer de les protéger. Si chacun s'y met, on a des représentants, des parlementaires, vous savez ce qu'on appelle les députés, les sénateurs, mais ma foi, c'est leur job en fait que de faire remonter les préoccupations de la société civile. Mais alors préoccupez-vous, quoi. Voilà, moi c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message. Tout le monde doit se sentir concerné. Tout le monde a la capacité d'aller parler avec son boulanger, avec son boucher, avec sa banquière. Moi je veux dire, il n'y a pas une personne, on est ici dans un petit village, il n'y a pas une personne de mon secteur qui n'a pas entendu ce que j'ai à dire. Et je peux vous garantir que j'ai eu des témoignages que je n'ai pas référencés dans le rapport de SOS Éducation, mais si vous savez le nombre de gens avec qui vous parlez et pour lesquels les langues se délient et où vous apercevez que eux aussi connaissent le cousin du frère de machin, qui ont été aussi confrontés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils nous ont contactés? Ils nous connaissent même pas pour certains. Donc juste le fait de dire, bon, il y a des associations qui s'occupent de ça. Franchement, là, ça va trop loin. C'est vrai, il faut quand même qu'on se mobilise. Juste le fait d'ouvrir le dialogue avec les gens, ça change quelque chose et on fait sa part. Protéger l'innocence, c'est ce que je retiens de ce que tu dis. Protéger l'innocence, c'est actif. Oui. Pas passif. Mais vous savez, quand vous disiez pas mot, vous consentez en fait. Donc moi, ce que j'ai envie de dire à tous ces gens-là, c'est pas que je suis meilleure qu'eux. C'est pas... Non, je suis comme eux. Seulement, moi, ma conscience, elle m'indique que quand je me regarde le matin dans le miroir, j'ai la possibilité encore de voir mon reflet. Et quand je dépose un baiser sur le front de mes enfants le soir, j'ai pas à me cacher, j'ai pas à rougir. Et quand demain, elles me demanderont, mais maman, c'est quoi cette société dans laquelle on vit? Parce qu'on vit dans une société pourrie. Je n'ai pas honte de le dire, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as fait, toi, maman? Mais elles me poseront même pas la question. Vous savez pourquoi? Parce que quand je leur dis, qu'est-ce que tu veux faire plus grande? Pardon.
me disent je vais être maman louve. C'est tout. Pardon. Il n'y a aucun problème. Bah, merci beaucoup Christelle pour ce témoignage et je pense que ce message de fin il est vraiment important qu'en fait on peut chacun faire quelque chose et nous avec cette revue on essaie justement de réveiller ce feu, de dire mais oui en fait tous qu'on soit parents ou non on peut et on tend la main justement nous on n'est pas maman mais pourtant on se sent concerné et on tend aussi la main là je trouve tout particulièrement avec ce que tu dis aussi aux professeurs, aux éducateurs qui ne sont pas obligés d'accepter non plus ça et qui peuvent aussi eux faire beaucoup pour les enfants et merci pour ton cœur. Merci à vous et je tenais à lui dire quand même vous faites partie de ces personnes qui nous donnent de l'espoir et qui nous tiennent debout parce que je le disais tout à l'heure, j'ai 40 ans, alors je ne suis pas encore vieille, mais quand même, de savoir qu'on a une relève derrière et puis qu'on a aussi des jeunes qui se sentent investis, qui se sentent concernés alors qu'ils ne sont pas parents. Et c'est vrai que moi, j'ai attendu d'être maman, en fait, pour développer cette prise de conscience. Et je me dis que c'est beau ce que vous faites et que vous avez raison de le faire. Et que c'est important aussi de pouvoir vous adresser à vos semblables parce que c'est vrai que moi, on va m'écouter comme la nana qui a 40 ans, mais vous êtes en rapport d'âge avec eux et c'est vrai que ça fait passer d'autres messages et c'est hyper important ce que vous faites. Alors merci à vous aussi. C'est réciproque, c'est pour ça qu'on est là avec toi. Avec plaisir en tout cas. Oui, moi ce que je voulais appuyer c'est que pour moi on n'est pas impuissant face à tout ce qui se passe et je pense que justement un des problèmes c'est qu'on a fait croire aux parents, on a fait croire aux adultes, à tout être humain dans cette société qu'on était impuissant face à ce qui est imposé, ce qui est par le système ou par d'autres, en fait, que ce qui se passait, il y a un moment, je pense que c'est ce qui s'est passé aussi pendant la crise Covid, nous faire croire que tout ce qu'on pouvait faire, c'était se soumettre et qu'on n'avait pas notre mot à dire. Et en fait, on a tous la force de dire non. Et je pense que particulièrement pour les enfants, on peut toucher cette force en nous et cette révolte et ce cœur de dire non, en fait, là, ça va trop loin. Et les enfants ont besoin d'adultes qui les protègent. Et je pense qu'on peut tous faire quelque chose pour ça et il ne faut jamais en fait accepter quelque chose qui est injuste, peu importe que ce soit garanti par un cadre légal. En fait, quand c'est injuste, c'est juste injuste. Il faut savoir dire non et agir. et est-ce que tu as un dernier mot, Christelle, que tu aimerais partager ? Oui. Donc à vos auditeurs qui sont sans doute bien plus jeunes que moi, ressentez toujours les choses avec votre cœur. Et ne vous laissez pas influencer par ce que dit la masse, parce que souvent, il y a des expériences qui ont montré qu'on avait tendance à suivre la masse, mais n'oubliez jamais que ce que vous ressentez est juste. Et battez-vous, quitte à être très peu, tout seul même. Battez-vous pour ce qui vous semble effectivement juste. Battez-vous pour la vie. Et pensez toujours à tendre la main aux plus vulnérables. Voilà, c'est important. Merci beaucoup, Christelle. Elle voulait me faire pleurer une deuxième fois, en fait, c'est ça. On va clôturer. Donc, merci aussi à tous ceux qui ont écouté cette émission. Et donc, vous pourrez retrouver en dessous de la vidéo tous les liens dont on a parlé, le rapport de SOS Éducation, d'autres références. Le site internet des Mamans Louves. Le site internet des Mamans Louves. Et également le lien vers le livre revue que nous avons donc coécrit avec Héloïse. Il est l'heure de protéger les enfants. Donc, le système éducatif, un TGV qui fonce droit dans l'abîme et les références pour le trouver en ligne et pouvoir le commander. Et voilà, et merci à vous et à bientôt.